Voilà, c'est parti. Et donc, je m'efface. Bonjour à tous et à tous. Je vous laisse avec Jean-Pierre, Emmanuel et Sandra pour Merci. cette session de webinaire. Bien, merci Julien de nous avoir mis en route. C'est l'outil qui va nous permettre d'assister à ce webinaire. Dans un premier temps, je vais donner la parole à Emmanuel Poncet qui va vous présenter les formations et l'intérêt du CNFPT au déroulé de ce genre d'événement. Voilà, donc Emmanuel, je te confie la parole et après je présenterai l'intervenante Sandra Magnin. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur un webinaire donc, de l'e-communauté de transition énergétique. Bien sûr, je remercie Sandra pour cette intervention sur ce sujet donc, très innovant pour les collectivités et qui a, je pense, de belles perspectives sur la question de l'achat direct d'électricité par ces collectivités sur le territoire. Alors, simplement une courte intervention pour vous rappeler que cette présentation fait à l'offre de services de formation du CNFPT. Et dans cet objectif, donc Julien et Jean-Pierre communiqueront dans le compte-rendu de ce webinaire la liste de quelques stages qui sont en lien plus ou moins direct avec le sujet de ce webinaire hein, et qui concernent, on va dire, d'une part, la stratégie territoriale énergie-climat des collectivités, les questions aussi d'achat d'énergie plus conventionnelle, mais qui sont quand même liées au sujet d'aujourd'hui, mais aussi, on va dire, la planification des énergies renouvelables sur le patrimoine de la collectivité et l'intégration aussi dans les réseaux énergétiques de distribution d'énergie, hein, l'intégration des ENR. Voilà, donc ces différents modules de formation dont dans un seul document, je vous délivre donc les dates de formation de session en 2020 ainsi que les lieux. Voilà, donc vous pourrez à travers ces formations trouver des échos au sujet d'aujourd'hui et peut-être parler aussi de ce webinaire lors de votre participation à ces formations. Voilà, je vais rendre la parole à Jean-Pierre pour introduire donc le webinaire. Et puis, je vous souhaite donc une bonne session à distance hein, avec ce webinaire et je vous dis à bientôt. Merci. Bien, merci Emmanuel pour cette présentation. Effectivement, des formations en lien avec ce webinaire. Alors, ce webinaire, comme il vous l'a été dit dans la publication pour inscription, il sera fait par Sandra Magnin, qui est associée et cofondatrice de la société Selfie. Donc, le projet Synergie, je le rappelle, s'intègre dans un programme soutenu par un investissement d'avenir et on va souhaiter qu'il soit promis à un bel avenir, hein, d'ailleurs, ce projet. Et pas moins de 9 collectivités importantes aujourd'hui y sont associées, donc Sandra les développera, le cas échéant. Mais enfin, on compte quand même des communautés et des collectivités, pas des moindres, Paris, 3 métropoles, une région, un département, des communautés, bref, toutes les échelles de la territorialité. Et donc, je vais profiter de la présentation, avant que Sandra donne sa présentation, de préciser à tous les participants qui sont aujourd'hui maintenant, à l'heure où je parle là, d'une douzaine. Hein, donc voilà, si vous voulez poser des questions au cours de l'intervention ou mémoriser une question, vous pouvez le faire dans l'onglet Converser. Hein, vous avez un petit onglet Converser qui vous est accessible. Et là, vous pouvez rédiger la question que vous souhaitez poser ou la question à laquelle vous souhaitez une réponse. Et si d'aventure on ne pouvait pas y répondre, on pourrait effectivement traiter le sujet par après et le fournir dans la restitution du webinaire qui sera faite par mon collègue Julien Arnaud, voilà, qui sera en ligne dans quelques jours. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Sandra qui va nous présenter ce projet et puis ensuite nous viendrons soit à intervenir, soit à converser sur les questions qui auront été posées par les participants. Voilà Sandra, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à Emmanuel Poncet pour
avoir pris l'initiative de ce webinaire. Jean-Pierre, merci pour l'organisation et aussi à Énergie Partagée. Alors, effectivement, donc je suis venue vous présenter aujourd'hui l'étape dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans le cadre du projet Synergie, qui est un programme de recherche et développement expérimental dans lequel sont impliqués un certain nombre de collectivités qui s'intéressent aux achats directs d'électricité, puisque de plus en plus, on essaye de faire en sorte d'acheter direct, local, vert, d'inciter au développement des énergies renouvelables, qu'il y a pas mal d'acteurs qui se positionnent sur ce segment-là, que les collectivités sont tout à la fois consommatrices et productrices d'électricité et que elles ont envie de se structurer pour acheter de mieux en mieux, de plus en plus vert et de plus en plus local, et que c'est pas forcément évident de s'organiser pour faire ça. Donc, le parti pris du projet Synergie, c'était de faire travailler ensemble des collectivités territoriales de différents types autour de ce sujet, les achats directs d'électricité verte et locale, sachant que quand on veut acheter du local et qu'on est une collectivité, on a des petites contraintes juridiques, et de se poser la question de savoir si ça pouvait avoir un intérêt économique de faire ça, de s'organiser pour faire ça et de le réaliser. Donc voilà comment le projet Synergie est né en 2016, de cette envie de collectivité d'expérimenter un positionnement de marché, de se structurer pour accéder au marché, pour réaliser des opérations elles-mêmes. La société Selfie que je représente aujourd'hui est en fait le résultat le plus visible actuellement de cette démarche expérimentale, puisque pour rentrer dans le concret des opérations, je vais vous expliquer juste après, on avait besoin d'un opérateur qui puisse faire un certain nombre de choses, et donc c'est cet opérateur qui a été incubé, développé dans le cadre du projet de R&D et que je représente aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer de passer les diapos. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Voilà, donc le parti pris de l'expérimentation, c'est l'électricité verte en circuit court pour alimenter les bâtiments publics. Donc on est bien sur une logique d'achat par les collectivités d'électricité pour couvrir leurs propres besoins de leur patrimoine en différentes places de leur territoire. C'est un programme qui a été développé alors sur l'initiative au départ de mon associé et de moi-même, donc Dominique de Maricourt et moi-même, qui avons proposé à des collectivités d'aller dans cette direction-là. Et nous avons obtenu le soutien des investissements d'avenir, de l'ADEME. Aujourd'hui, le programme a été intégré dans Interreg et nous avons coopéré. Le projet est labellisé par le pôle de compétitivité systématique à Palaiseau et nous avons coopéré pour le développement du système avec l'Institut de recherche technologique Systémix également à Palaiseau. Voilà, donc comment s'est déroulé le projet? 3 étapes pour un classique, pour un programme de R&D, c'est-à-dire d'abord une preuve de concept qui s'est déroulée sur 2 années avec 5 premières collectivités qui ont permis de faire des expérimentations in situ, c'est-à-dire nous avons fait des simulations à partir de données réelles mais sans réaliser de transactions. L'objectif pour nous était de démontrer, enfin en tout cas d'étudier si on pouvait trouver un intérêt économique à acheter de l'électricité en direct, c'est-à-dire si ça pouvait être financièrement pertinent, sachant que gérer des achats a un coût aussi et qu'il n'était pas certain que entre l'idée d'acheter de l'électricité, l'idée un petit peu fantasmatique d'acheter de l'électricité locale et puis la réalité économique, il peut y avoir des petites différences. Donc, cette première étape a consisté à développer, à prouver le concept du principe d'achat direct. Les conclusions de cette première étape ont été assez positives puisqu'en fait, on s'est globalement rendu compte qu'il était possible d'acheter de l'électricité directement sans que ça coûte plus cher. Donc de sourcer en vert, de sourcer en direct, sans que ça coûte plus cher que par une solution classique de fourniture d'électricité. Deuxième étape, c'est de la démarche de R&D, c'est réaliser des cas d'usage à petite échelle. Donc
prouver que ce que l'on a démontré économiquement fonctionne dans la réalité des faits. Donc nous en sommes dans cette étape-là avec plusieurs collectivités qui démarrent et qui ont démarré les premiers tests. Je vous en parlerai après, vous pourrez me poser des questions. L'objectif étant de faire 10 opérations en France pour démontrer la pertinence de la démarche et puis surtout son effectivité. Et la troisième étape, si elle est franchie, sera de développer de façon plus importante la solution et de réellement structurer les collectivités autour de cet opérateur qui leur est dédié, qui a vocation à leur appartenir. Alors, qui sont les collectivités engagées dans la démarche aujourd'hui? Elles sont 9, il y en a quelques-unes qui sont candidates pour rejoindre la démarche aussi. Alors, c'est un processus ouvert. On peut recevoir encore quelques collectivités. Bon, normalement, on était limité à 10, mais il y a encore une place et on peut en intégrer encore quelques-unes s'il y a des collectivités motivées. Alors, les 5 premières collectivités qui ont démarré, je voudrais commencer par le début, c'est-à-dire que la première collectivité qui a eu l'idée de faire ça, c'est la plus petite de notre expérimentation, c'est la communauté de communes de Pouilly en Auxois-Bugny-sur-Ouche. Et il n'est pas certain que tous les participants au webinaire la connaissent aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder, puisque ce sont les élus de cette communauté de communes qui avaient envie de faire ce qu'ils ont appelé la boucle locale, c'est-à-dire ils ont des éoliennes sur leur territoire et ils se disaient, mais nous, on voudrait consommer l'électricité de ces éoliennes et comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, une fois qu'on s'est dit qu'on ne peut pas tirer un fil électrique entre les éoliennes et la mairie, eh bien, on rentre dans une mécanique, une réflexion qui est celle que l'on a menée dans le projet Synergie, qui est acheter l'électricité sans forcément tirer un fil électrique. Cette communauté de communes a été rejointe ensuite assez rapidement par d'autres collectivités. Donc, la région Bourgogne-Franche-Comté s'est jointe à la démarche en tant que collectivité elle-même pour son propre patrimoine. Brest Métropole, avec ses sociétés publiques locales, ont participé dès le départ à la démarche également. Le CIADEL, le syndicat d'énergie de l'Aude, donc l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité de l'Aude, était partie prenante, et la mairie de Paris. Donc ont été les 5 premières collectivités. Et puis dans la phase de cas, donc ça c'était pour la phase de démonstration. Et ensuite pour les cas d'usage, il y a 4 nouvelles collectivités qui ont intégré la démarche. Donc d'abord, la région Nouvelle-Aquitaine a fortement soutenu la démarche en soutenant les collectivités de son territoire qui voulaient participer. Donc, nous avons Grand Châtellerault, la communauté d'agglomération Grand Châtellerault, le département de la Creuse, Bordeaux Métropole, qui font partie du projet, ainsi que notre dernière arrivée qui est Nantes Métropole. Voilà, donc pour l'instant, nos partenaires collectivités sur la démarche. Alors, qu'est-ce que l'on cherche à faire? Pour essayer de visualiser, puis susciter des questions aussi. Je vais être assez rapide dans la présentation, mais ensuite, évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, parce qu'en général, ça en suscite quand même pas mal. Alors, la chaîne de valeur du marché de l'électricité, aujourd'hui, comment ça se passe quand on est producteur ou quand on est consommateur? Quand on est un producteur d'électricité d'origine renouvelable, ou d'ailleurs un autre producteur, la chaîne de valeur, c'est que l'on vend toute sa production à un agrégateur, qu'on peut visualiser sur le schéma, c'est-à-dire c'est un acheteur d'électricité. Cet acheteur d'électricité va commercer son électricité sur le marché de gros. Donc, lui, son métier, c'est d'acheter de l'électricité à un producteur et de la vendre sur le marché et de gagner sa vie entre les deux. Ensuite, sur le marché de gros, viennent s'approvisionner des fournisseurs d'électricité qui vont vendre la totalité des besoins aux bâtiments publics. Donc, on vend tout d'un côté, on achète tout de l'autre. Alors, il y a des opérateurs qui sont intégrés, qui font agrégation, marché de gros, fournisseurs, mais même chez les gros agrégateurs, même chez les gros opérateurs, il y a des segmentations, des activités bien distinctes où ces métiers sont opérés de façon successive. Donc, par exemple, quand on est une collectivité qui produit de l'électricité, eh bien, on vend quand même tout à quelqu'un d'un côté et on rachète
tout de l'autre côté. Ça veut dire que toute la production est valorisée dans un portefeuille quelque part, tous les besoins sont rachetés ensemble ailleurs, et les collectivités n'ont pas accès directement à l'énergie renouvelable locale. C'est-à-dire que là où aujourd'hui les collectivités peuvent investir dans des centrales, peuvent participer avec leurs citoyens dans le financement d'outils de production, ce qui est déjà une très très grande avancée parce qu'elles peuvent participer au développement économique de cette activité, mais elles n'ont pas accès à l'énergie, c'est ce qui manque en fait. Alors l'idée de l'idée qu'on a développée avec les collectivités qui participent à notre démarche, c'est d'aller en direct, c'est-à-dire je suis une collectivité, je produis de l'électricité quelque part où j'ai accès à une production quelque part sur mon territoire, j'ai des bâtiments publics, je vais d'abord prendre la production qu'elle a et je vais aller acheter sur le marché seulement ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, je vais aller m'occuper seulement des quantités résiduelles sur le marché de gros. Si à un instant donné, j'ai trop de production, je vais la revendre. Si à un moment donné, je n'ai pas assez de production, je vais aller acheter sur le marché de gros. Et je vais y aller en direct parce que pour des raisons opérationnelles, c'est peut-être plus complexe au départ de faire comme ça, mais à la fin, c'est plus simple, c'est moins coûteux. Et donc, c'est comme ça que je vais procéder. Alors pour faire cela, la petite difficulté, c'est qu'il faut un intermédiaire unique qui puisse donc intégrer dans son portefeuille la production locale, les bâtiments publics et qui puisse faire les opérations de marché. De cette démarche vont naître des prix locaux d'achat d'électricité et des prix locaux de fourniture d'électricité. C'est-à-dire que dans une démarche comme ça, la collectivité, c'est elle qui va décider avec le producteur combien elle achète l'électricité, sur combien de temps, etc. Donc si l'outil de production lui appartient, c'est un certain cas de figure. Si l'outil de production appartient à un tiers, c'est un autre cas de figure. Voilà. Donc les résultats qu'on attend de cette expérimentation, enfin qu'on est en train d'entrevoir et qu'on est en train de tester réellement, sont quoi? Gérer la complexité des énergies renouvelables en accédant en temps réel à l'énergie verte produite. Parce que acheter de l'énergie verte, il faut savoir ce qu'on achète quand on achète de l'énergie verte. Donc il y a une étude récente là, de Greenpeace qui est sortie sur justement la qualité de la fourniture d'énergie. On voit qu'il y a plus ou moins vert dans le vert. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on achète de l'électricité verte. Donc là, en fait, le parti pris, c'est d'avoir un contrat direct avec un producteur et de l'intégrer directement dans son portefeuille. Donc, on voit exactement ce qu'il fait en temps réel et on sait exactement ce qu'on va acheter en dehors. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'acheter des garanties d'origine dont on ne sait pas forcément à qui elles vont ou ce qu'elles financent. Là, on achète directement au producteur. Un opérateur aux mains des collectivités, on est dans une démarche de collectivité où l'opérateur qui est développé a vocation à faire des achats, des opérations pour les collectivités, de la même manière que certains grands industriels se sont structurés pour accéder au marché. Les collectivités ont une taille suffisamment significative pour pouvoir peser sur le marché. Les collectivités, c'est 14 TWh d'électricité consommée par an en France, donc il y a matière pour pouvoir se structurer, accéder directement au marché de gros. Favoriser l'additionnalité des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce qu'en achetant de l'électricité en direct, les collectivités sont des contreparties qui vont aussi sécuriser les projets, qui vont donner de la visibilité aux porteurs de projets, sachant que les tarifs d'achat d'électricité ou les soutiens publics au développement des ENR peuvent être amenés à diminuer, voire à disparaître sur certaines filières, et qu'il va donc falloir trouver des montages économiques et financiers sécurisants. Maîtriser ses dépenses publiques. Pourquoi acheter en direct de l'électricité permet de sécuriser ses dépenses publiques? Parce que lorsqu'on négocie son prix ou lorsqu'on produit soi-même, on sait combien ça nous coûte de produire.
Et le jour où le prix de l'électricité monte sur le marché, si nous, on produit un certain prix à un moment donné, demain, ça sera le même prix, après-demain, ça sera le même prix. Et peut-être qu'après, ça sera carrément moins cher quand la centrale sera amortie. Donc, il y a un vrai enjeu de visibilité sur les dépenses publiques liées aux achats d'électricité, une forme de décorrélation du risque pour les collectivités qui mettent en place cette solution. Et créer de nouveaux liens entre zones urbaines et rurales. Ça, c'est un élément très important parce que les collectivités qui produisent ne sont pas forcément celles qui consomment. Tout à l'heure, je parlais de Pouilly en Auxois, Bugny-sur-Ouche. Évidemment, il y a beaucoup de production. Ils ont un des plus grands parcs éoliens en France. Mais ce n'est pas eux qui ont le plus de consommation. En revanche, une ville comme Paris peut être tout à fait intéressée pour acheter de l'électricité renouvelable sans avoir la possibilité de développer la même chose sur son territoire. Donc, il y a aussi la possibilité de créer des liens entre les collectivités qui ont envie de s'échanger de l'électricité entre elles. Voilà, donc la question c'est pour nous, c'est avez-vous envie est-ce qu'on vous a donné envie de faire un cas dans votre collectivité si vous êtes le représentant d'une collectivité? Voilà, je suis à votre disposition. Bien. Ben, Sandra, merci pour cette intervention qui présente effectivement le contexte de ce projet, la façon dont il a progressé et la façon et l'état dans lequel il est aujourd'hui. Bien évidemment, tout ça donne envie à tout le monde, hein, parce que maîtriser son achat, maîtriser ses dépenses, c'est important. Et surtout, préciser l'origine et la figer, c'est quand même pas mal. Alors, une petite question qui a été posée en cours d'intervention. Déjà, que signifie selfie? Bon, on connaît le selfie, hein, même si on peut faire soi-même, là, qu'en est-il de ce qualificatif pour cette société un peu innovante? Alors le nom, trouver un nom pour un opérateur, ceux qui ont essayé de le faire savent que c'est pas facile, hein, de trouver un nom qui dit quelque chose et qui n'est pas pris par quelqu'un d'autre. Selfie, c'est dans le sens de s'auto-approvisionner, et II pour énergie et échange, c'est-à-dire s'auto-approvisionner et échanger de l'énergie. Voilà, c'est ça le sous-jacent. Après, Voilà. voilà. Ah ben, c'est la réponse à la question. Donc, Voilà. tout le monde saura que c'est pour effectivement s'auto-gérer en alimentation électrique et en usage de l'électricité. On a aussi pensé que c'était un nom qui était facile à retenir pour tout à chacun. Absolument, il parle à tout le monde. Et ensuite, deuxième question, mais ça c'est plus une question d'échelle. Je pense que le fait que ce soit un projet y répond déjà. Mais il y a des personnes qui s'interrogent sur le fait qu'on prenne en compte, parce que ça n'a pas échappé aux gens très attentifs, que 150 bâtiments pour 9 collectivités. Est-ce que c'est par une volonté d'échantillonnage? Est-ce que c'est par une volonté de démonstration du gain par rapport à la situation actuelle? Je laisse la réponse à Sandra, si elle peut. Oui, bien sûr. Donc en fait, les 150 bâtiments qu'on a échantillonnés, c'était dans la première étape de la démarche. Ce qui en a fait quand même une des démarches les plus importantes en termes d'expérimentation, puisque des expérimentations à 150 bâtiments publics, je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Donc là, en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'était avoir un échantillon suffisamment représentatif en termes de nombre de bâtiments pour pouvoir avoir des comportements de bâtiments, des analyses en temps réel suffisamment pointues, pour pouvoir suffisamment précises, pour pouvoir faire des simulations des simulations intéressantes et significatives. L'enjeu de gérer des portefeuilles locaux, c'est justement de pouvoir gérer l'équilibre de portefeuilles réduits, de savoir anticiper la consommation en temps réel, de savoir anticiper la production à des échelles petites. Et c'est ça l'enjeu fondamental, puisque dans le marché de l'énergie, tout est aujourd'hui géré de manière macro. Donc les agrégateurs cherchent à être les plus gros possibles, les fournisseurs cherchent à être les plus gros possibles, les traders cherchent à gérer le plus de volume possible. Nous, on est sur une logique de petit portefeuille, c'est-à-dire que l'on souhaite, l'objectif, c'est que la collectivité ait, entre guillemets, ce qu'elle mérite. Elle a une politique énergétique de développement ou d'accès aux renouvelables. Elle en a le fruit en termes de conditions économiques d'approvisionnement en électricité. C'est une responsabilisation, une réappropriation du pouvoir, mais
elle a aussi le résultat. C'est-à-dire qu'une collectivité qui a 5 bâtiments et une petite centrale solaire n'a pas le même résultat que cette même collectivité qui aurait une petite centrale, une éolienne, une centrale biomasse, par exemple. C'est l'intérêt de la démarche aussi. Très bien. Pour rebondir sur le même type de question, il y a une question qui est intéressante qui dit aujourd'hui, bon, on connaît aussi les gens qui garantissent les origines d'achat, etc. Et il y a une question qui concerne un fournisseur d'électricité qui est soi-disant la plus verte d'après le classement Greenpeace, il s'agirait d'Enercop. Il y a un des auditeurs se pose la question de savoir comment Selfie se situe par rapport à, entre guillemets, la version Enercop. Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, de savoir qui nous sommes par rapport aux autres. Et je vous avoue que c'est aussi une question qu'on se pose nous-mêmes. Le monde des fournisseurs, que ce soit Enercop ou d'autres fournisseurs, c'est d'organiser son approvisionnement pour l'ensemble de son portefeuille de clients et puis normalement de fournir des prix de fourniture en fonction des segments de clientèle, etc. Nous sommes des gestionnaires plutôt d'équilibre. Nous sommes un gestionnaire d'équilibre de portefeuille, c'est-à-dire nous nous adressons à une collectivité qui elle-même a de multiples points de consommation et éventuellement de multiples points de production et qui souhaite gérer son portefeuille et équilibrer son portefeuille avant de s'adresser au marché. Donc typiquement Enercop pour nous pourrait être une contrepartie complémentaire, si vous voulez. C'est-à-dire, nous, on a au sein les collectivités qui sont là ont leur portefeuille et ensuite, à nous de nous organiser pour acheter de l'électricité pour compléter. Le principe de la démarche, c'est d'accéder directement au marché de gros, mais on peut imaginer des coopérations avec d'autres fournisseurs verts qui ont en tout cas un ADN compatible avec la démarche, puisque c'est pas une démarche exclusive, mais plutôt inclusive. Hein. On est c'est pas une démarche dans laquelle il n'y a pas d'ultra solution, je veux dire, dans ce marché. Donc, c'est une partie de la solution dans certains cas de figure qui fonctionnent bien et donc plutôt une mécanique coopérative avec les autres, dans le principe. Bien, j'espère que ça a répondu à la question du participant. Et il y en a une qui est aussi peut-être trouver une réponse immédiate. C'est de se poser la question pourquoi un opérateur, alors qu'il y en a déjà des présents, qui ont, semble-t-il, une certaine expérience, et à part le fait qu'elle soit créée par la collectivité, donc qu'elle lui appartienne en fait finalement cette société quelque part, il y a une question sur comment peut-on baisser les coûts. Alors d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui on a réussi à baisser les coûts de l'énergie, hein? Alors la question, il y a plusieurs questions là derrière. Est-ce qu'on cherche à baisser les coûts ou est-ce qu'on essaye d'acheter du vert ou est-ce qu'on essaye de payer le vrai prix? Enfin, il y a plein de questions en fait derrière cette question. S'organiser, acheter directement sur le marché quand on a la puissance pour le faire, ça permet de faire des économies effectivement qui sont liées aux transactions, à l'équilibrage, si on gère bien l'équilibrage. Donc ça, c'est la démonstration qu'on a pu faire. Et à partir du moment où on arrive à bien gérer son portefeuille, à bien gérer son équilibrage, oui, on peut être gagnant par rapport à une autre solution. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, il y a d'autres acteurs qui naissent et tant mieux. Ça veut dire que la préoccupation du vert, de la fourniture d'électricité, de l'origine, c'est une véritable préoccupation et c'est aussi la préoccupation des collectivités locales. Donc de toute façon, il y a une synergie dans toutes ces démarches-là. Encore une fois, j'insiste, on n'est pas dans une démarche exclusive, mais plus inclusive. On veut participer au développement des solutions, mais sans remettre en cause celles qui sont pertinentes et qui existent aujourd'hui.
ou qui se développe. Créer un nouvel opérateur, pourquoi ne pas le faire si ça a du sens pour ceux qui l'utilisent. Gérer ces opérations, supprimer un certain nombre d'intermédiations, c'est une responsabilité, c'est un coût, mais derrière de l'autre côté, il y a des avantages. Donc, pour l'instant, le bilan, en tout cas que nous on fait, est positif. C'est pour ça qu'il est incitatif. Après, ça ne veut pas forcément dire que toutes les collectivités auront envie de se précipiter pour faire ça ou rentrer dans cet opérateur ou auront envie de prendre en charge cette forme de complexité. Voilà. Alors, question complémentaire aussi, est-ce qu'aujourd'hui on a une question que je me permets, hein, en tant qu'auditeur également, est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de la bonne échelle justement de cette démarche au niveau territorial? Parce qu'on voit que dans le démonstrateur, ou plutôt dans la partie projet, il y a des petites collectivités, des toutes petites, et puis il y a quand même aussi des grosses collectivités, je pense à Paris, je pense à un département, je pense à une région. Est-ce qu'il y a un rapport entre la complexité, je dirais, du système, de la gestion du système d'équilibre et justement le territoire approprié pour se lancer à ce genre de démarche? Alors ça, c'est une excellente question parce que notre démarche au départ était effectivement d'associer des collectivités à la fois de différentes natures dans l'organisation administrative de la France. Donc que ce soit des communes, des communautés de communes, régions, départements, agglos, on a essayé d'avoir l'ensemble des collectivités représentées. Justement, ça faisait partie de l'expérimentation de se demander quelle pouvait être la place de chacune. Est-ce que chacune peut se trouver sa place ? Ou plutôt, comment faire en sorte que chacune trouve sa place ? Parce qu'effectivement, on n'a pas ni les mêmes compétences, je dirais même ressources humaines, financières, techniques, entre une grande collectivité, une petite collectivité, mais chacune a ses atouts et ses inconvénients. Là où il y a de la souplesse d'un côté, il peut y avoir beaucoup de rigueur de l'autre. Là où il y a de la créativité d'un côté, il peut y avoir beaucoup de résistance de l'autre. Là où il y a de la compréhension d'un côté, il y en a peut-être moins de l'autre. Donc tout ça, il y a des avantages et des inconvénients. Notre conclusion aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y ait une mutualisation des moyens pour réaliser les opérations. C'est-à-dire que un système comme celui-ci ne fonctionne que si l'opérateur est une structure qui reste relativement légère à l'échelle de ce qu'elle traite, qui gère donc l'équilibre, ce qui est tout à fait possible, mais qui peut mutualiser les ressources. Ressources humaines, ressources informatiques, garanties financières, voilà. Ensuite, ce qui compte, c'est le mode de gestion des opérations et la précision de la gestion des portefeuilles en question. Donc, on peut très bien imaginer, et d'ailleurs c'est ce que l'on fait, un opérateur mutualisé, mais qui gère des portefeuilles distincts. Et à ce moment-là, il n'y a pas de limite, ni haute ni basse, dans ce que l'on peut traiter. Donc, tout le monde peut trouver sa place dans ce cas-là. D'accord. Une petite question subsidiaire au fait d'être opérateur et justement de pouvoir légitimer le territoire qui pourra acheter, j'ai envie de dire, l'énergie verte du même territoire, qui pourra en même temps modérer ou réguler les appels de puissance sur un tel réseau. Est-ce que de ce fait, il y a un avantage qui est tiré sur le prix du transport par rapport aux solutions classiques qui sont soumises au TURP? Alors ça, excellente question aussi, merci. C'est pas la mienne. J'ai pas pensé à en parler, mais effectivement, dans notre démarche, il y a une de nos préoccupations, c'est justement le maintien de la solidarité qui est liée à l'infrastructure réseau. Parce que une collectivité, c'est une personne morale qui a des points de consommation à différents endroits de son territoire et sont raccordés au réseau et qui peut avoir des différents lieux de production d'électricité sur son territoire qui sont également raccordés au réseau. Donc, quand tout le monde produit et consomme en même temps, il n'y a pas de sujet, mais quand c'est pas le cas, forcément, on a besoin du réseau public pour pouvoir faire l'équilibrage. Et la réalité, c'est qu'on en a toujours besoin.
Donc, une des difficultés, d'ailleurs c'est une des difficultés qui peut être rencontrée dans le cas des opérations d'autoconsommation collective, hein, ce qui fait débattre énormément le régulateur, c'est que plus il y a d'entités qui se désengagent du système ou qui silotent du système électrique, plus la solidarité liée au financement de ce système électrique est remise en cause, et donc il va y avoir un remaniement du TURP ou de l'affectation du TURP des charges tarifaires. Donc nous, on est plutôt parti du principe qu'il fallait essayer de trouver un modèle économique capable de supporter les charges du réseau. C'est-à-dire qui fonctionne sans exonération de TURP, sans exonération de quoi que ce soit, de CSP ou de taxes diverses et variées, mais qui, sur le commerce du mégawattheure, génère la marge suffisante pour pouvoir faire la transaction. Et donc ça, c'est un des résultats importants de notre première étape de R&D, puisque on a des gains, en tout cas, on arrive à acheter de l'électricité au même prix, sans différence fondamentale de prix, et tout en payant l'acheminement, la CSPE et tout ce qui s'ensuit normalement. Voilà. Parce que la pérennité du système de péréquation sur la partie infrastructure est fondamentale. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des exonérations qui sont demandées, elles reviennent en effet qui se coule juste derrière, parce que le régulateur est obligé de répartir les charges, et d'une manière ou d'une autre, il va bien falloir payer. Il va bien falloir que quelqu'un paye. Voilà. Bien. Alors, question, non pas question, information à destination de Sandra. Il semblerait que quelques participants soient effectivement intéressés par le sujet. Je dis intéressés au sens comprennent le système et ses avantages. Et même un des participants, mais ça pourra se faire par après, demande s'il est preneur il est preneur en fait d'un argumentaire succinct des avantages de ce projet. Alors, ils ont été développés par Sandra au cours de son intervention, mais est-ce qu'il existe quelque part un support d'information comme ça qui pourrait permettre d'encourager le système, quoi, ou Alors, de on le faire vous connaître? invite, pour les collectivités qui peuvent être intéressées, de toute façon, vous avez notre contact, donc vous pouvez nous appeler. On fait du relationnel bilatéral, en fait, compte. On reste dans un cadre quand même assez expérimental. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, on a quelques documentations qu'on peut vous passer, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas une politique de communication très massive pour l'instant. Mais cela dit, il n'y a aucun problème pour qu'on vous aide ou qu'on vous communique des informations sur ce que nous, on voit comme avantage à notre propre système. Bien. J'ai une question également, mais qui en appellera peut-être d'autres de la part des participants, à savoir, est-ce que dans le cadre des appels traditionnels ou des achats traditionnels d'électricité, on est quand même soumis à quelque part au code des marchés publics, et j'ai envie de dire, est-ce que l'échappatoire est envisageable pour justement pouvoir se présenter comme un propre opérateur et un propre vendeur et acheteur d'énergie? Qu'est-ce que vous entendez exactement par échappatoire? Bah, il y a une réglementation. Il y a une Mmh. réglementation, hein, elle est assez ténue, elle est assez concrète. Bon, et il y a des choses à faire et à respecter. J'entends par là, est-ce que le fait de positionner un collectif, entre guillemets, ou un opérateur de collectivité comme un régulateur également, et comme donc un chargé d'équilibre, on va dire, hein, dans le Mmh. vocabulaire actuel, est-ce que quelque part un, un élément du code des marchés publics nous y autorise, ou est-ce qu'il va falloir aller vers une Alors, orientation de la loi? c'est pas vraiment l'objectif, hein. Non. Quand une collectivité décide d'investir, par exemple, dans des énergies renouvelables et qu'elle crée une société d'économie mixte pour faire ça.
Le jour où il y a un terrain disponible et un appel à projet, la SEM locale, elle va candidater aux côtés des autres développeurs et peut-être qu'elle va gagner, peut-être qu'elle va pas gagner. Donc c'est pas parce que on a une entité qui est dédiée aux collectivités ou qui leur appartient partiellement ou totalement que c'est une entité qui échappe aux règles de la mise en concurrence. Là n'est pas la question. La question est plutôt de savoir comment on met en concurrence quand on veut acheter différemment, puisque nous, on essaye de créer quelque chose d'un peu différent. Donc, la question est plus là, c'est comment consulter le marché et aussi comment peut-être inciter les autres opérateurs à se positionner sur le même segment de marché. Plus il y aura de concurrence sur ce segment de marché, plus il y aura d'émulation et plus ça se développera. Et comme nous, ce que l'on souhaite, c'est que la solution se développe, on aura atteint notre objectif en tant que collectivité. Très bien, merci de cette réponse. J'interpelle les participants pour savoir si des questions subsidiaires subsistent, c'est le cas de le dire. Et sinon, bah, écoutez, on va essayer de voir et rappeler. Ah, voilà, une question qui peut effectivement, auquel il peut être répondu immédiatement. Une personne s'interroge sur le statut de Selfie, c'est-à-dire son statut juridique, on va dire. Allez. Alors aujourd'hui, Selfie est une société anonyme simplifiée qui, pour des raisons pratiques, a été créée de cette manière-là parce qu'il faut un peu de temps pour la structurer avec les collectivités. Elle peut rester une SAS ou évoluer vers un statut mixte. Toute décision n'est pas encore validée à ce stade. Et il y a des réflexions en cours sur la manière la plus appropriée de faire évoluer l'opérateur. Mais à ce jour, c'est une société privée. Très bien. Petite information aussi par rapport au cadre de déroulement de ce projet qui fait partie d'un programme investissement d'avenir. Dans l'échelle de temps, il y a eu des étapes qui ont été citées, 2016-2018, 2018-2019, 2019-2020. Jusqu'où est inscrit le programme en termes d'expérimentation? Il arrive à son terme, il va arriver à son terme dans l'année qui vient, en fin de compte, puisque la première étape a été terminée, la deuxième est en cours. Ce que j'ai pas eu le temps de dire, ou que j'ai pas pensé à dire, c'est qu'on était rentré dans le concret des opérations à 2 endroits en France, puisque il y a Brest et Châtellerault démarrent les achats d'électricité en direct chacun sur leur territoire. Il y a d'autres collectivités qui vont le faire, participantes début 2020. Donc, on est rentré dans le concret des opérations. Chaque cas d'usage, pourquoi on fait des cas d'usage? Parce que finalement, chaque cas est particulier en fonction de à qui appartient la centrale, les liens juridiques que l'on peut établir, de la manière dont la centrale vend actuellement ou potentiellement son électricité. Est-ce qu'elle a l'obligation d'achat, pas l'obligation d'achat? Est-ce qu'elle a été lauréate à un appel d'offres de la CRE? Est-ce qu'elles vont sur le marché? Il y a des tas de situations différentes. Donc du coup, les cas d'usage ont permis d'identifier des typologies de cas d'achat. Et c'est dans ce sens-là que c'est vraiment très intéressant de participer maintenant. Après, une fois que les expérimentations à petite échelle auront été menées, nous serons dans une logique de développement de la solution en dehors d'un cadre de R&D. Très bien. Petite question subsidiaire, si vous avez capacité d'y répondre, les gens s'interrogent sur le système de rémunération en fait de cette société qui est une société à part entière, on vient de le voir, dans le cadre du travail qu'elle doit produire, que ce soit en termes d'achat, de négociation du prix de vente et surtout d'intervention sur le marché qui prend quand même du temps puisque c'est des manipulations qui sont quand même chronophages. Oui. Voilà, donc tout le monde s'interroge de savoir comment la société se rémunère. Alors, il y a eu la société a été créée dans le cadre de la démarche de R&D grâce à
diverses sources, c'est-à-dire il y a eu les soutiens qui ont pu être obtenus pour le développement du projet. Les collectivités ont participé à un certain nombre de dépenses sur les études de leur portefeuille à elles, qui ont permis de développer des solutions utilisées par la structure. Et mon associé et moi-même avons largement cofinancé le développement de cette société. Aujourd'hui, elle démarre ses premières opérations, mais évidemment, une société telle que celle-ci accède à l'équilibre financier une fois qu'elle gère un certain volume, puisque si on affectait l'intégralité des coûts au petit cas d'usage que l'on a lancé aujourd'hui, évidemment, la rentabilité ne serait pas trouvée immédiatement. Donc, il faut un petit peu de temps pour développer le portefeuille géré. Mais sinon, ça se développe tout à fait normalement. En tout cas, on a de quoi gérer l'ensemble des opérations que l'on a lancées à ce jour. On a la capacité financière et les garanties nécessaires pour pouvoir opérer l'ensemble du portefeuille conformément à la stratégie d'expérimentation à date. Voilà. Très bien. Question concernant maintenant la gestion même justement de cet équilibre et de cette observation des parties de produits, des parties de production locale, des parties de consommation locale, etc. Est-ce que ça doit passer aussi par quelque part la mise en place d'un smart grid ou d'un outil, je dirais, d'observation et de comptabilisation plus précis que celui qu'on a aujourd'hui à travers les relevés de consommation Linky? Est-ce qu'il y a une infrastructure qui est nécessaire pour gérer l'achat et la production à l'échelle locale? Est-ce qu'on doit avoir des bâtiments qui sont compatibles, des smart grids compatibles, des bâtiments smart ready, comme on dit aujourd'hui aussi, pour pouvoir se connecter à tout ça, à ces réseaux Alors, intelligents? le parti pris de notre expérimentation, c'était de ne pas créer de nouvelles contraintes ou de contraintes particulières technologiques au-delà du nécessaire. Donc, on travaille à droit constant et à données constantes. On a déjà beaucoup d'informations sur les consommations nativement quand on est opérateur du marché, puisqu'on accède aux… Alors, quand il y a des compteurs télé-relevables, on peut accéder aux courbes de charge en 0,10 minutes. Vous parliez des compteurs Linky, c'est relativement marginal dans notre démarche, puisqu'on a adressé des sites un peu plus gros que du segment C5 qui est concerné par Linky. Mais effectivement, Linky, il y en avait quelques-uns. Et donc, là, on a accès aussi aux données en temps réel. Donc ça, il n'y a pas de difficulté, si vous voulez, dans l'organisation du système électrique aujourd'hui pour accéder aux données nécessaires pour faire le travail que l'on fait. Ensuite, s'il y a des technologies qui ont été développées dans certains bâtiments publics parce qu'il y a eu des initiatives locales. Par exemple, des bâtiments intelligents, des bâtiments qui stockent de l'électricité sous forme d'eau chaude à certains moments, j'ai envie de dire, ça c'est une donnée d'entrée pour nous, c'est-à-dire que c'est une des caractéristiques du bâtiment qui sera prise en compte dans le calcul du prix local. Mais ce n'est pas une nécessité à la base. Voilà. Après, si ça existe, on peut le prendre en compte. Si le bâtiment a une capacité d'effacement, si le bâtiment a une capacité de stockage, si y a une intelligence qui a été installée, on peut la prendre en compte. Voilà. Mais ce n'est pas une nécessité au départ. Très bien. Eh bien, écoutez, on est dans le timing. Hein, ça, je ne suis pas obligé de couper la parole. Hein, et je ne suis pas obligé de refuser des questions, puisque je crois qu'on est arrivé au bout de toutes celles qui ont été posées. Si d'aventure, j'en ai oublié une, les participants en question peuvent se manifester. Ils ont encore 1 ou 2 minutes pour le faire. Je tiens cependant à remercier, bien sûr, Sandra pour sa présentation, hein, son côté très pragmatique, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que le projet est vraiment dans sa phase de réalisation et de concrétisation avec 2 collectivités, et je pense que les prochaines… Avec 9 collectivités. Avec 9 collectivités, mais avec 2 en activité sur l'achat et sur la régulation. Donc, c'est important, et merci en tous les cas pour ces propos et ces réponses instantanées. Juste, Jean-Pierre et Sandra,
Juste avant de clôturer, il se trouve que c'est moi qui avais posé la question sur Enercop. Enercop. Et en fait, au-delà d'être effectivement distingué comme le fournisseur d'électricité le plus vert selon le classement de Greenpeace que vous avez évoqué au début de votre intervention, il se trouve qu'une des spécificités d'Enercop, et c'est ce que je précisais dans ma question, est d'avoir des contrats directs avec les fournisseurs locaux. Et du coup, quand une collectivité, par exemple, achète son électricité verte donc à Enercop, elle bénéficie indirectement donc, de contrats directs avec les fournisseurs locaux. Et du coup, quel est l'intérêt ou la complémentarité qu'on peut trouver par rapport à ce modèle-là? Ouais, alors merci beaucoup de poser cette question, parce que vous venez de répondre en même temps. C'est-à-dire que le contrat d'achat direct, il est bien passé entre Enercop et le producteur. Enfin, Enercop ou un autre fournisseur. Mais là, nous, ce dont on parle, c'est d'un contrat direct entre la collectivité et le producteur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire le contrat d'achat direct, il est bien conclu entre le consommateur et le producteur, ces conditions s'imposant à Selfie et pas l'inverse. Ce qui fait que dans la démarche, nous, on crée un prix absolument local de l'électricité, que ce soit pour l'achat ou pour la vente. Donc, ce n'est pas tout à fait la même philosophie, si vous voulez. Il n'y aura pas chez Selfie une offre de prix qui vaut pour toutes les collectivités françaises ou tout, je sais pas, tout l'éclairage public français. Non, il y aura le prix qui sera dépendant de l'accord passé en direct entre la collectivité et le producteur. Et c'est là que c'est le plus difficile à faire, parce que c'est créer ce lien avec le code de la commande publique qui est compliqué. Mais une fois résolu ce petit détail, je rigole en disant petit détail parce que ce n'est pas un petit détail, c'est un réel sujet, mais c'est bien ça l'objectif. Voilà, donc il faut savoir ce que l'on parle de ce qu'on dit quand on dit contrat d'achat direct. Effectivement, il y a des achats à des producteurs, mais là, ce n'est pas l'acteur qui décide de ce qu'il achète, c'est le client, c'est le consommateur. Voilà. Après, on aura certainement l'occasion d'en rediscuter. Voilà. Oui, ça sera sujet à discussion. Voilà. Eh bien, écoutez. Merci pour cette réponse. Du coup, j'y vois plus clair. Après, c'est vrai que j'ai du coup 1 milliard d'autres questions qui viennent, mais là, du coup, on va être. Alors, il n'y a pas de problème. Nous sommes passionnés par notre sujet et on est tout à fait intéressés pour discuter avec tous ceux qui ont envie de parler avec nous. Voilà, pas de problème. D'ailleurs, il y en a une autre qui est venue du coup sur le fil de conversation, Jean-Pierre, et peut-être que tu peux la relayer. C'est toi le maître du temps. Je t'en prie. Alors moi je voulais aussi dire que justement par rapport à ces débats qui sont très intéressants, c'est qu'il y aura prochainement un atelier qui parlera de ça aux Assises européennes de la transition énergétique, si mes informations sont bonnes. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu la chance d'être sélectionné par les organisateurs des Assises de la transition énergétique à Bordeaux. Donc on aura un atelier le premier jour, le mardi à 11h. Le 28 ou le 29 janvier, j'ai un petit doute là. Le premier jour, c'est le mardi. Donc, viendront témoigner les collectivités participantes. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est justement qu'il puisse y avoir un partage de témoignages de ceux qui sont engagés dans la démarche depuis le départ ou depuis plus récemment, et puis que ceux qui ont concrétisé leurs solutions, leur cas d'usage sur leur territoire puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont fait, les difficultés qu'ils ont rencontrées, pourquoi ça les a intéressés de faire ça, pourquoi ils ont envie de continuer, etc. ou pas. Mais en tout cas, qu'il y ait des échanges vraiment au niveau des collectivités, puisque Selfie n'est qu'un outil aux mains des collectivités. Très bien, voilà. Donc je pense que nous allons pouvoir conclure ce webinaire, à moins qu'une dernière question se déclenche. Eh bien voilà, donc je vous donne rendez-vous aux Assises européennes de la transition énergétique pour avoir plus de précision. Voilà. Au plaisir. Donc je remercie encore une fois Sandra, Julien pour son soutien logistique, et puis je vais aussi vous confirmer qu'on enverra avec le compte-rendu de ce webinaire les cycles de formation du CNFPT qui s'approchent de ces sujets, qui posent 1 milliard de questions. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir.